Nous retrouvons le forum Radio J, le rendez-vous politique hebdomadaire de Frédéric Aziza. Son invité aujourd'hui, Louis Alliot, maire RN de Perpignan et candidat à la présidence du Rassemblement national face à Jordan Bardella. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Louis Alliot. Bonjour. Bonjour. Alors, inflation record, croissance en berne, vote du budget 2023 grâce au 49.3. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, la France est-elle en crise ? Comment, en tout cas, entendez-vous vous opposer au pouvoir ? Votre alliance avec la NUPES constatée lors du vote de censure doit-elle être considérée comme un changement stratégique du RN ? Que propose le Rassemblement national pour répondre aux attentes et aux inquiétudes des Français ? Et puis au-delà, que ce soit sur l'immigration, la sécurité, les libertés publiques, le droit des femmes, le racisme, l'antisémitisme, l'Europe ou encore la politique étrangère, le RN de Marine Le Pen est-il soluble dans l'héritage de Jean-Marie Le Pen ? Alors justement, pour commencer, Louis Alliot, beaucoup de nos auditeurs, je dois vous le dire, s'étonnent que Radio J ait décidé d'ouvrir son antenne après 40 ans, il faut le dire, d'interdiction aux élus et dirigeants du RN, anciennement FN, et notamment à celui qui fut, vous-même, le directeur de cabinet du Jean-Marie Le Pen, du Point de Détail et du Dourafour crématoire. Assumez-vous cet héritage du FN ou regrettez-vous d'avoir ainsi pu contribuer à la banalisation de l'antisémitisme ? Je crois que la question, elle est quand même un peu difficile parce que quand j'ai adhéré au Front National de l'époque, il y avait, dans les adhérents, beaucoup de nos compatriotes juifs. Ça, tout le monde l'oublie. À Carpentras, dans le sud de la France. Pourquoi il y a des statistiques qui ont été faites ? Pas du tout, mais des conseillers municipaux qui déjà avaient créé même le cercle national des Français juifs, d'ailleurs avec Robert Héberdinger à l'époque. Donc je n'avais pas l'impression de rentrer dans un parti antisémite, pour tout vous dire, et c'était pas les sujets de préoccupation majeurs. Le sujet de préoccupation mais il y avait les déclarations de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais vous aurez remarqué que petit à petit, et notamment grâce à l'appui de Marine Le Pen, eh bien, tout ce volet-là a été évacué pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les problèmes qui se posent à tous les Français, quelle que soit par ailleurs leur origine ou leur religion. Alors, vous avez déclaré en 2013, c'est rapporté par Valérie Gounet dans son livre, donc je cite, je vous cite, « La dédiabolisation ne porte que sur l'antisémitisme. En distribuant des tracts dans la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas l'immigration ni l'islam. D'autres sont pires que nous, d'autres partis politiques, d'autres dirigeants politiques. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. » Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et qu'est-ce que vous entendiez par là ? J'étais un militant, donc je distribuais des tracts dans la rue et on ne m'a jamais reproché le discours de notre formation politique sur l'immigration, sur l'islam radical, le communautarisme, etc. Non, mais là, vous reconnaissez que l'antisémitisme était un problème pour le FN. La suspicion d'antisémitisme, puisque moi je ne l'étais pas, et beaucoup autour de moi ne l'étaient pas, et la majorité, à mon avis, des adhérents ne l'étaient pas. Et donc, c'était évidemment une question sur laquelle il fallait corriger le tir et montrer qui nous étions réellement. Et ça, on l'a vu dès 2002, d'ailleurs, avec Marine, après les manifestations monstres qu'il y avait eu contre l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on nous fait porter le chapeau de choses dont nous ne sommes pour rien, alors qu'en plus, ce n'est pas du tout ni notre pensée, ni notre volonté, ni notre ADN. Et pourtant, Dourafour crématoire et le Point de Détail, notamment, ça a été prononcé, ces propos par Jean-Marie Le Pen. Et derrière, il y avait de l'antisémitisme, il y avait du négationnisme. Et malheureusement réitéré. D'ailleurs, je me suis fâché, en tout cas j'ai eu des mots très sévère avec Jean-Marie Le Pen lorsque j'étais secrétaire général. J'avais écrit à tous les cadres de notre formation politique pour leur dire que cette formule n'appartenait qu'au président du FN et pas du tout à la direction et aux adhérents, parce qu'ils ne pensaient pas du tout cette chose-là sur cette question aussi sensible et aussi dramatique. Alors, il y a eu un certain nombre de sondages de fait. Et donc, c'est la première fois que vous venez à l'antenne de Radio J. C'est normal de vous poser ces questions, hein, pour des questions qu'on va dire qui fâchent. Le constat est sans appel, donc quand on regarde ces sondages qui ont été faits depuis des années, sur toutes les questions relatives à la perception de l'autre, autre par ses origines, sa couleur de peau, sa religion, sa culture, et quels que soient les sondages, les réponses des sympathisants du FN puis du RN sont toujours beaucoup plus négatives que celles des sympathisants des autres partis. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous le comprenez ?
Écoutez, ça dépend. Je ne sais pas quel est le sondage dont vous me parlez, mais c'est une question, j'allais dire, qui doit traverser tous les courants d'opinion aujourd'hui. On voit l'antisémitisme qui existe à l'extrême gauche aujourd'hui, ce que l'on appelait l'islamo-gauchisme. Et donc, je pense que ça s'atténue avec le temps, parce que les problèmes sont tels, économiques, sociaux, les problèmes de l'islam radical et les dramatiques questions qui se sont posées à la France les 10 dernières années, qu'il y a un changement radical de perception par rapport à toutes ces questions, mais notre électorat reste mobilisé effectivement sur une immigration incontrôlée et sur celles et ceux qui vivent chez nous, mais qui finalement veulent nous imposer leur système de vie et leur système qu'on appelle ça, leur système de tradition qu'ils vivent dans leur pays d'origine. On va parler d'immigration, mais je veux préciser ces sondages, les questions posées par ces sondages et les réponses des sympathisants, des électeurs du Rassemblement national. Sur un certain nombre de questions relatives à la perception des Juifs, la croyance dans le pouvoir, il y a des réponses concernant la croyance dans le pouvoir excessif des Juifs, le déni de leur pleine citoyenneté française, le fait qu'ils formaient un groupe à part, et aussi le sentiment qu'Israël, pour eux, compte plus, pour les Juifs, donc compte plus que la France, et leur rapport particulier à l'argent. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Honnêtement, j'aimerais le voir, ce sondage, pour savoir exactement les questions, mais je ne pense pas que ce soit un sondage récent, parce que la perception de nos compatriotes, et notamment des électeurs du Rassemblement national pour nos compatriotes de religion juive, a radicalement, j'allais dire, c'est radicalement orienté vers plutôt de la sympathie face aux actes antisémites qui se sont produits ces dernières années. J'ai vu qu'il y a 2 jours encore à Quimper, un jeune homme, parce qu'il portait une kippa sur la tête, s'est fait agresser par un Tunisien, d'ailleurs en citation irrégulière. Bref, on voit bien que le phénomène de l'immigration a quand même modifié les perceptions des uns et des autres, mais par rapport à ce que vous me dites, c'est évidemment très injuste, et il faut évidemment lutter contre ça et contre ces a priori et contre ces poncifs qui relèvent de notre âge. Il faut quand même le reconnaître. Alors l'actualité de ces dernières semaines, c'est aussi cette décoration que vous avez remise au nom de la ville de Perpignan, vous en êtes maire, que vous avez décernée à Beat et Serge Klarsfeld. C'est quoi ? C'est l'achèvement de la banalisation du RN ou c'est un coup de com'? Ah, pas du tout. D'abord, c'est M. Klarsfeld et son épouse qui venaient remettre la Légion d'honneur à un ami à moi, qui est président d'une association qui s'appelle Zaror pour la mémoire, Philippe Benguigui, que je salue, qui doit être en train de nous écouter, pour le travail remarquable qu'il a fait à Perpignan, et notamment sur des nouveaux locaux qu'on a mis à disposition de cette association. Et ce jour-là, en discussion avec M. Benguigui et M. Klarsfeld, j'ai décidé qu'évidemment, Perpignan devait honorer le travail et l'historique du couple Klarsfeld, et donc on a remis la médaille de la ville. C'est pas une médaille du RN, c'est pas une médaille de Louis Alliot, c'est une médaille de reconnaissance de la ville de Perpignan pour tout le travail qu'a effectué Serge Klarsfeld sur cette question de la Shoah et de l'antisémitisme. Donc rien que de très banal et de très normal, mais j'ai vu, le pauvre, il a dû s'expliquer, et j'allais dire, je m'excuse déjà auprès de lui pour tout ce qu'il a dû à subir, parce que l'intention était tout à fait, j'allais dire, raisonnable et conforme à notre tradition d'accueil à Perpignan, parce que nous sommes une terre de mémoire et d'exil, et je ne déroge pas à cette règle. Parce que vous avez vu, vous venez de le dire, que cette cérémonie a choqué un certain nombre de membres de la communauté juive. Ils ont tout confondu, en fait. Il n'y a pas eu de cérémonie. Parce que ça a été présenté comme une cérémonie. Oui, bien sûr. Mais en fait, la cérémonie, c'était la remise de la Légion d'honneur à Philippe Benguigui. Alors, il vous arrive de mettre en avant les origines juives de votre grand-mère, oui, c'est ça, hein ? Grand-père, pardon. Mais c'est quoi être juif pour vous, Louis Alliot ? Est-ce que vous sentez juif ? Non, parce que j'ai pas été... Parce que moi, je me souviens qu'on avait parlé, j'avais écrit un livre sur l'extrême droite il y a 8 ans, oui. Et vous m'aviez dit, mon grand-père a tenu à se faire enterrer dans le cimetière chrétien de Nice. Pas chrétien, le cimetière commun, on va dire. Oui, non, il était juif d'Algérie, hein. Mais c'est une manière de dire non, il n'était pas juif, il se sentait pas juif. Pas du tout, il s'inscrivait dans la citoyenneté. Après, ce sont des opinions personnelles. Il y a des gens qui trouvent anormal que même dans la mort, on marque sa différence. C'était un peu ce qu'il pensait. Il était juif de naissance, de religion, mais j'allais dire, à la fin de sa vie, il a considéré qu'en plus, il n'allait pas marquer sa différence en allant dans un cimetière. C'était son opinion que je respecte, et finalement, je connais beaucoup de mes compatriotes juifs qui font exactement la même chose. Et vous sentez juif ou pas ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout initié à tout ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont, et notamment à Perpignan. Et de toute façon, parmi les rapatriés d'Algérie et tous les pieds noirs, vous aviez une grosse composante de juifs qui étaient français d'Algérie. Alors, quelques questions liées justement à la pratique de la religion juive. Est-ce que le port de la kippa doit être prescrit, comme ça a été un moment proposé par le Rassemblement national et le Front national? Je veux dire, quand on voit que des gens se font agresser dans la rue, comme à Quimper, parce qu'ils portent la kippa, alors il faut qu'on s'intéresse évidemment à cette question-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la rue, c'est un signe qui, selon certains quartiers, déjà, ça s'auto-applique en quelque sorte. Et certains quartiers, vous voulez dire quoi? Dans certains quartiers, écoutez, même dans la région parisienne, certains juifs ne portent plus ni la kippa, ni aucun... Mais est-ce qu'il faut l'interdire? C'est ça la question. Je ne pense pas qu'il faille l'interdire, mais en tout cas, dans certains secteurs, elle est fortement déconseillée, malheureusement. L'abattage rituel. L'abattage rituel, c'est un problème. Je sais que je vais me faire... Non, mais dites ce que vous pensez. Non, mais c'est pas ça. Sur l'abattage rituel, je pense à mon ami Franck Khalifa, que je salue au passage d'ailleurs. Oui, je suis effectivement en matière de souffrance animale. Je pense que l'étourdissement avant ne changerait pas le problème de fond. Mais Marine Le Pen a dit à un certain moment qu'elle était pour l'interdiction de l'abattage rituel. Oui, non mais on l'est. Hein. Mais les plus exégètes, j'allais dire, sur cette question-là, contestent cette vision de l'étourdissement. Donc oui, on est en général contre cet abattage sans étourdissement. Voilà. Donc ça veut dire que si Marine Le Pen arrive au pouvoir dans 4 ans et demi, 5 ans, il y aura une loi pour interdire l'abattage rituel? Non, il n'y aura pas de loi pour interdire. Il y aura en revanche une loi d'encadrement de tous les excès qui sont faits, notamment pour l'abattage rituel que l'on voit partout dans nos villes, parce qu'il y a un certain nombre d'abus et qui portent atteinte au bien-être animal. Ça, c'est une évidence. Et notamment chez les musulmans. C'est-à-dire ? Il y a des gens, vous savez, qu'on peut dire, l'opération de l'Aïd dans un certain nombre de villes font qu'il y a un certain nombre de débordements. Et je pense qu'il faudrait que ça soit mieux encadré, mieux contrôlé, et que l'État mette un peu le nez dedans. Ce qu'il fait par ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Voilà. Les lois mémorielles combattues par Le Pen père, Jean-Marie Le Pen, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut les interdire ou pas? Non, mais d'ailleurs, on n'a jamais été avec Marine sur cette interdiction-là. Elle a toujours dit, d'ailleurs, ça n'a jamais été relevé, mais pourtant elle a toujours dit qu'elle est tout à fait capable de faire de la politique sans porter, j'allais dire, atteinte aux fondamentaux de cette loi Guessot. Et évidemment, je veux dire, c'est une loi aujourd'hui qui ne fait plus débat, sauf dans une partie de l'extrême droite et dans une partie de l'extrême gauche. J'ai retrouvé une tribune signée d'un certain nombre d'historiens de gauche et d'extrême gauche, il y a encore quelques années. Il y avait Vidal-Naquet et quelques autres qui étaient contre cette Pierre Milza, etc. Donc on voit bien que c'est un débat d'historiens, mais ça n'empêche pas, en tout cas ça ne nous empêchera pas de continuer à faire de la politique et sur ces sujets-là de prendre, j'allais dire, l'histoire telle qu'elle est. Est-ce que vous considérez comme certain, est-ce que vous avez constaté, puisque vous avez été son directeur de cabinet, comme certain que Jean-Marie Le Pen était obsédé par les Juifs? Est-ce qu'il est, selon vous, antisémite et négationniste? Non, je n'ai jamais constaté ça, parce que moi, quand je travaillais avec lui, c'était après l'épisode de Maigret. Pourtant, beaucoup l'ont dit, beaucoup l'ont constaté. Oui, d'accord, mais en tout cas, avec moi, je n'ai jamais eu de discussion très poussée sur le sujet. Et s'il avait été antisémite, je suppose qu'il ne m'aurait pas pris comme directeur de cabinet. Pour vous, il n'est pas antisémite, Le Pen. Il a pourtant été condamné par la justice pour ses propos. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Il est dans la provocation, et il était surtout dans une guerre à outrance, avec le CRIF, notamment, et c'était malheureusement un jeu malsain qui a fini par avoir la dent dure sur cette question. Mais la faute à qui? À Le Pen ou au CRIF? Non, la faute à Le Pen est un peu au CRIF de l'époque, qui était très à gauche, et qu'il est toujours d'ailleurs, mais enfin qui était très à gauche, et de ce point de vue-là, j'allais dire, c'était... Non, c'est pas très à gauche, c'est que le CRIF et un certain nombre de dirigeants de la communauté juive, des juifs tout court, des citoyens, dès qu'ils entendent des propos antisémites, dès qu'ils constatent des actes antisémites, ils disent, non, on peut pas laisser passer ça. Oui, enfin, surtout quand ils sont à droite, parce que quand ils sont à gauche, on les entend moins. Maintenant, on les entend. Je suis pas sûr. À l'époque, oui. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est rythmé par les dénonciations des uns et pas des autres, mais ça, on connaît ça en France. Et encore une fois, le CRIF, puisque vous en parlez, ne représente pas toute la communauté juive, et il suffit de regarder, parce qu'il y a des sondages qui ont été faits sur le pourcentage de Français juifs qui ont voté pour le Rassemblement national, qui deviennent de plus en plus importants. Ou pour Éric Zemmour, d'ailleurs, qui deviennent de plus en plus importants. Marine Le Pen se présente comme le meilleur rempart de la communauté juive contre
elle dit l'antisémitisme islamique. Est-ce qu'on peut être contre l'antisémitisme et comprendre d'une certaine manière le racisme anti-musulman ? Il y a pas de, c'est pas la même question. C'est aujourd'hui les faits d'antisémitisme sont portés en général par des discours ou par des franges de communautés islamiques radicales. C'est surtout ça qu'il faut regarder, et que s'il y avait un État fort en France, il interdirait un certain nombre de groupes et groupuscules, quelquefois financés de l'étranger. Ce qui a été fait depuis quelques non, c'est années pas fait. déjà. Il faut arrêter de dire c'est fait. Ouais. Mais ce n'est pas fait. C'est pas parce que vous arrêtez deux groupes que vous avez réglé le problème. Aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez cette idéologie qui se diffuse avec un certain nombre de conséquences, et j'allais dire, c'est visible et on le voit tous les jours. C'est valable pour des sujets de piscine, de burkini. Vous avez vu tout le sujet autour de la piscine de Grenoble, etc. Et vous avez vu la dernière note de la DGSI sur l'implication et l'infiltration au sein même des écoles de certaines idéologies extrémistes, précisément pour faire admettre et imposer leur manière de voir les choses. C'est contre ça, évidemment, qu'il faut se tourner, parce que la première chose que font ces gens-là, en général... Ces gens-là, c'est-à-dire ? Les islamistes radicaux, c'est de se retourner contre le pays dans lequel ils vivent, pourtant généreusement, et dans ce pays-là, en prenant cible notamment les juifs. Et quand on vous dit le RN a une polarisation anti-islam exacerbée ? Écoutez, je viens d'un parti qui a toujours défendu, et j'y tiens, les anciens combattants musulmans français. Notamment les harkis. Non, mais là, on parle de tous les musulmans. Non, mais oui, d'accord, mais je ne vois pas comment on pouvait être à la fois pour ce combat d'Algérie française, d'ailleurs, et défendre les harkis qui sont des Français de confession musulmane, et puis, par ailleurs, être contre tous les musulmans qui se présentent. Nous sommes contre tous ceux qui ne respectent pas nos lois, qui combattent notre pays et qui veulent vivre chez nous comme ils vivent chez eux. Voilà la limite. Mais après, je connais moi bon nombre de musulmans qui vivent comme vous et moi, qui n'ont aucun problème, dont les enfants vont à l'école, qui travaillent, et ceux-là, ils doivent aussi bénéficier de la sécurité de l'État et de toute l'attention des pouvoirs publics en France. L'une de vos dernières initiatives à Perpignan, votre volonté de donner le nom de Pierre Sergent, l'un des dirigeants de l'OAS à une esplanade de la ville, a été dénoncée par les organisations antiracistes. Il y a une manifestation hier avec notamment... 100 personnes, c'est-à-dire à peu près une personne par organisation qui appelait à manifester. Oui, 100 personnes. Mais est-ce que c'est pas quelque part une volonté de réhabiliter la colonisation ? Non, c'est la réhabilité. Vous savez, Perpignan est une terre de mémoire. On a eu un certain nombre d'exils, on a eu un certain nombre de sujets dramatiques, évidemment les Juifs, les républicains espagnols, les Pieds Noirs et les Harkis. Et dans ces épisodes-là, j'allais dire, les maires, mes prédécesseurs, ont tous eu une action positive en faveur de certaines de ces mémoires. C'est valable pour le monument que nous avons sur les fusillés de l'Algérie française, le mur des disparus, parce que là aussi le problème n'a pas été réglé ni par la France ni par l'Algérie. Et puis maintenant Pierre Sergent, qui était quoi ? Un résistant, quelqu'un qui avait porté en solidarité avec ses copains d'école... Dirigeant de l'OAS. Oui, non, mais attendez. Qui avait porté en solidarité avec ses copains d'école pendant la Seconde Guerre mondiale l'étoile juive, voilà, ça c'est déjà un fait, qui a été un officier de la Légion étrangère, qui a participé au combat de l'Algérie française, mais dont est la fin de vie. C'était quoi la fin de vie ? Ça a été son appartenance à l'UDF, la campagne qu'il a fait avec Simone Veil en 79, et puis son passage évidemment au Front National, 86 député des Pyrénées-Orientales, conseiller régional et conseiller municipal. C'est à ce titre qu'on va lui dédier un espace. La décolonisation, Louis Alliot, elle a été un bien pour l'Algérie ou pour la France ? Elle a été un drame pour les Pieds Noirs et un crime pour les Harkis. Et un bien pour la France ou pour l'Algérie ? Je pense que de la manière dont elle s'est faite, elle n'a été ni un bien pour la France, ni un bien pour l'Algérie. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, une majorité d'Algériens, en tout cas de sa jeunesse, ne rêve que d'une chose, c'est de venir chez nous, parce que la mafia qui a été aux affaires pendant 60 ans là-bas, du FLN et de la gauche, a ruiné ce pays et pousse sa jeunesse, j'allais dire, dans la misère, et on voit bien que c'est le seul pays du Maghreb qui n'arrive pas à émerger. Les rapports entre la France et l'Algérie sont tendus depuis 60 ans. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des dernières initiatives d'Emmanuel Macron ? Qu'elles ne servent à rien, si ce n'est à maintenir en place un système qui sûrement est minoritaire au sein de sa propre population. Et je vous recommande la lecture d'un livre d'un des ambassadeurs français en Algérie qui s'appelle Monsieur Driancourt et qui a écrit un livre qui s'appelle L'énigme algérienne et qui donne un peu son sentiment sur cette affaire-là. L'Algérie, tant qu'elle n'a pas changé de gouvernement et de système politique, eh bien continuera dans sa haine de la France en poussant ses enfants à venir, j'allais dire, risquer leur existence chez nous ou en Europe avec toutes les conséquences que ça a. Alors votre activité
actualité, Louis Alliot, c'est aussi cette tribune que vous avez publiée dans l'Opinion. Vous appelez à sortir de la nostalgie radicale pour entrer dans l'espérance nationale, et vous dites aussi que les Français ont rejeté les excès pratiqués par le Front National d'un autre temps. C'est quoi? C'est une mise en cause de l'héritage Le Pen, ou c'est une mise en cause de la stratégie Bardella? On n'a pas su parler aux Français. Je pense qu'on avait fait les bons diagnostics, notamment sur l'immigration, sur les périls de l'islam radical, mais que malheureusement, par un certain nombre de propos dont on a parlé tout à l'heure, ou de postures, eh bien on a empêché beaucoup des millions de Français de venir à nous, alors qu'ils pensaient comme nous. Et à partir du moment où vous vous rapprochez, j'allais dire, de la réalité du terrain et de la réalité de ce qui se passe en France, et que vous parlez directement au cœur des Français, quels qu'ils soient, je le répète, eh bien, vous obtenez d'autres résultats. Et dans cette matrice-là, je pense que Marine a fait un travail considérable. Et dans cette tribune, en fait, c'est de dire, voilà, il faut maintenant terminer ce travail-là, parce que nous aurons à gouverner la France. Pour gouverner la France, il faut plus de 50% des voix. Et pour avoir plus de 50% des voix, il faut réunir et rassembler, et pas diviser. Alors, voilà. Dans cette matrice-là dont vous parlez, il y a des gens comme Frédéric Chatillon, l'ex-leader Frédéric Chatillon, condamné d'ailleurs en première instance dans l'affaire des kits de campagne du FN. Est-ce qu'il a encore sa place? Est-ce qu'il est encore aux côtés de Marine Le Pen et du RN? Et on rappelle que Chatillon est un soutien du régime syrien d'Assad, du régime iranien, du Hezbollah, du Hamas, de Dieudonné et de Soral. Ce qui a fait dire d'ailleurs à l'avocat Gilles-William Gonadel il y a quelques années que le seul problème de Marine Le Pen, c'est Chatillon. Est-ce que vous dites aussi le seul problème de Marine Le Pen, c'est Chatillon? Les propos de Gilles-William, ça fait longtemps qu'il a dit ça. Oui, bien sûr. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui pensent ce qu'ils veulent, mais il n'a jamais fait partie ni de la direction, ni de la stratégie, ni du discours du Rassemblement national et du Front national d'ailleurs. Donc moi je n'ai pas de sujet sur la question, il pense ce qu'il veut, je pense l'inverse de ce qu'il pense, mais j'allais dire ça fait aussi partie de ce qui existe dans la vie publique française. Vie publique française, on revient à votre tribune. Vous avez fustigé dans cette tribune publiée dans l'Opinion les adeptes de la théorie du grand remplacement. Jordan Bardella, a priori, se sent visé, puisqu'il vous répond dans le JDD, il parle d'aigreur et de mauvaise foi, donc de votre part. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'espère que c'est pas lui qui a dit ça. C'est une phrase entre guillemets dans le JDD d'aujourd'hui. Vous avez dû le lire. C'est qu'il l'a mal comprise, ou il l'a mal lu, ou il l'a mal comprise. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit lui. Car c'est lui, c'est entre guillemets. Cette tribune, elle s'adresse à d'autres personnes qu'à lui, évidemment, qui lui est sur la ligne de Marine. D'ailleurs, il est venu il y a une dizaine d'années au Rassemblement national parce que c'était Marine, et il n'a pas d'autre opinion aujourd'hui que celle qui est défendue par Marine. Donc, comme Marine a été dès le départ très critique et très contre cette ligne du grand remplacement, pour X raisons d'ailleurs, je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait parler l'inverse. C'est pour ça que je vous dis que je pense que ces propos ne sont pas de lui, tout simplement. Enfin, a priori, ils sont de lui, sinon ils n'auraient pas été publiés entre guillemets dans le JDD. Il faut qu'il relise mieux et qu'il comprenne mieux le texte que j'ai écrit. Il n'est pas assez mûr, il comprend pas bien. C'est pas du tout ça. Je pense que c'est une exagération du journaliste qui a repris ses propos, mais je pense plutôt que ça vient d'autres personnes. En tout cas, vous êtes candidat contre lui, contre Jordan Bardella à la présidence du RN. Le vote, c'est le week-end prochain. Le problème, c'est que cette élection paraît jouée d'avance. Oui, mais tous les pronostiqueurs disent, et en interne au RN, on dit, ça sera Jordan Bardella par 70 ou 75%. On verra bien, vous savez. Moi, je suis un sportif et jusqu'à la fin du match, la partie continue. Il reste encore une semaine de vote et j'ai fait ma tournée dans toutes les fédérations, dans toutes les régions de France, et j'ai pu aussi voir un peu quelles étaient les attentes, quelles étaient par la vision qu'ils avaient de moi par rapport à mon parcours. Et je pense que l'expérience, le fait de gérer la plus grande ville, Perpignan, une ville de 120 000 habitants, par un cadre du RN, le parcours que j'ai au sein de cette formation, mon expérience aussi intellectuelle universitaire, docteur en droit, avocat, font que je pense les scores seront autres, mais peut-être après tout, et je me serai trompé, mais peu importe. Je pense qu'il fallait que je marque aussi ma manière de voir les choses, ma vision des choses, et de toute façon, je porterai cette sensibilité-là, parce que je pense qu'elle est gagnante. C'est celle qui m'a fait gagner à Perpignan, c'est celle qui a fait gagner à Hénin-Beaumont, à Fréjus, au Pontet, à Béziers, et qu'il faut démultiplier dans la France entière. Ça veut dire que si Bardella est élu président du RN la semaine prochaine, ça sera l'annonce de la défaite de Marine Le Pen en 2027 ?
Ah non, pas du tout. De toute façon, Marine, elle est incontournable. Elle sera notre candidate en 2027. Vous avez vu le sondage de ce matin qui la place encore en tête au premier tour à 30% avec une progression de plus de 6 points. Elle est incontournable. C'est elle qui est le gage de la stabilité, de l'unité et de tout ce qui se fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le futur président du RN, lui, aura un travail, j'allais dire, de préparation des élections à venir et notamment de l'implantation locale, c'est-à-dire d'avoir des militants dans tous les villages de France. Parce que l'enjeu, il est là. Il faut maintenant que l'on parle à tous les Français sur l'ensemble du territoire, outre-mer compris. Et vous imaginez être à ses côtés, aux côtés de Bardella, si vous perdez cette élection ? Écoutez, ça fait 30 ans que je me bats, moi, et 20 ans que je me bats avec Marine, il n'y a aucune raison que je n'y sois pas. Et j'aurai évidemment mon mot à dire, et dans tous les cas de figure, je prendrai la parole, parce que je suis à un poste d'observation avancé en tant que maire d'une grande ville, et qu'il y a des sujets sur lesquels je ne me tairai pas. Lesquels ? Sur tout ce qui concerne l'insécurité, l'immigration mal contrôlée, notamment les mineurs délinquants, des choses comme ça, dont il faut porter les problèmes qui nous causent en tant que maire à l'ensemble de l'opinion et les traiter surtout. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de ligne entre vous et Jordan Bardella ? Très honnêtement, j'ai lu ça à droite à gauche, je ne le pense pas. En tout cas, il n'a pas formalisé une différence avec Marine Le Pen, et comme ma ligne est celle de Marine, je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Comment vous vivez le fait que Marine Le Pen ne vous soutienne pas ? Elle ne soutient pas Jordan non plus dans cette élection. Elle s'est tenue au-dessus un peu des contingences partisanes. Ouais. Mais bon, oui, je suis certain parce que je la vois faire, je l'entends, je l'écoute, c'est ce qu'elle a dit dans les médias. Mais c'est comme ça. Et après tout, je pense que la neutralité, d'ailleurs de Marine, mais d'un certain nombre d'autres dirigeants du RN, aurait dû être la règle. C'est-à-dire, vous pensez à qui ? Des amis depuis que je connais depuis longtemps et qui se sont engagés dans le soutien, alors qu'ils auraient pu s'empêcher de le faire. L'accession de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie, c'est un plus pour le Rassemblement national ou pas ? Je ne sais pas, vous savez, l'Italie est un pays particulier. Madame Meloni a déjà été au pouvoir en 2008, avec M. Berlusconi. On va voir comment... Mais est-ce que cette alliance droite-extrême droite, c'est un modèle pour le RN ? D'abord, nous ne sommes pas d'extrême droite. Et en Italie, cette alliance a déjà eu lieu. Elle a produit les résultats qu'on connaît. Donc en France, je ne vois pas comment on pourrait s'asseoir à la même tribune avec M. Xavier Bertrand ou Mme Pécresse. Donc cette union des droites est purement, une utopie aujourd'hui. En revanche, localement, aux élections municipales, départementales et régionales, il y a sûrement des alliances à faire sur des contrats de gestion avec des gens de droite et des LR qui ne se reconnaissent plus dans la ligne qui est portée aujourd'hui par M. Retailleau et quelques autres. Pourquoi l'Autriche, la Suède, la Hongrie et l'Italie, on veut arriver votre famille politique au pouvoir et pas vous ? On aura eu un peu de retard, mais je pense qu'on y arrivera. Est-ce que c'est pas ce que l'explication qui est donnée par Éric Zemmour, c'est la malédiction de la famille Le Pen ? Pas du tout. C'est tout ce dont on a parlé avant et tous les propos et positions qui nous ont éloignés de pans entiers de l'opinion, qui étaient tout à fait d'accord avec notre discours sur l'immigration et sur l'islam radical, mais qui divergeaient totalement sur un peu le côté sulfureux qui traînait autour de notre image. Alors, ce qui a marqué ces 15 derniers jours, c'est cette motion de censure que les députés RN ont votée avec la NUPES. C'est quoi ? C'est un virage stratégique ? C'est le début d'un axe, d'une alliance avec Mélenchon ? Il peut pas avoir d'alliance avec Mélenchon. Il y a la prise en compte d'une politique économique gouvernementale qui ne va pas dans la bonne direction et qui peut être partagée à gauche, y compris dans d'autres sphères. Mais la frontière avec M. Mélenchon et avec la gauche en général, ça reste quand même l'islamo-gauchisme d'une partie, même de l'extrême gauche en général, et puis le fait qu'il soit systématiquement au soutien de l'immigration. À un moment donné, il faut dire stop, il faut contrôler tout ça, il faut renvoyer celles et ceux qui n'ont rien à faire chez nous. Pourquoi voter la motion de censure avec eux ? Mais parce que sur la question économique, on partage le constat, et que la politique gouvernementale ne va pas dans le bon sens. Alors, mais on remarque que sur notre propre motion de censure, ils ne l'ont pas votée, ce qui tend à prouver que, finalement, eux ont plus de problèmes avec nous que nous en avons avec la motion de censure. Économique, justement, vous êtes pour la préférence nationale, budgétaire quelque part. Ah oui. C'est pas le cas de la NUPES, c'est pas le cas de LFI. Alors qu'est-ce qu'il y a comme convergence avec eux ? Mais il peut pas y avoir on ne peut pas avoir de convergence, il n'y aura pas de gouvernement avec la NUPES. Mais sur la dénonciation d'une politique gouvernementale ou d'une partie de la politique gouvernementale, oui, mais les LR partagent l'opposition qu'ils ont à la politique gouvernementale, sauf que, ils vont voter avec la République en marche pour sauver tout simplement le pouvoir de M. Macron. Louis Alliot, on va marquer une pause et on va se retrouver dans quelques instants.
Louis, on se retrouve donc. Le meurtre épouvantable de la jeune Lola a créé une sorte de traumatisme dans le pays. Les parents de Lola ont dénoncé l'instrumentalisation de l'assassinat de leur enfant, ont même invité d'ailleurs Gérald Darmanin à ses obsèques. Est-ce que vous ne regrettez pas quelque part que le RN ait pris part à cette polémique et à ce que les parents de la jeune Lola ont considéré comme étant une instrumentalisation politique? Non, parce qu'en fait, on a pris une position très raisonnable, c'est-à-dire le recueillement et la minute de silence devant l'Assemblée nationale du groupe des 89 députés dans toutes nos mairies. De la même manière, le recueillement d'1 minute sans discours et sans prise de position, parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Confirmez-vous que Jordan Bardella voulait participer à la manifestation d'Éric Zemmour? Non, au départ, il y a eu... certains ont cru, et pas Jordan pour le coup, qu'il y avait une manifestation un peu œcuménique et transpartisane de tous ceux qui ont pris ce drame en pleine figure, sans récupération. Et puis au fur et à mesure, en cheminant, on a vu qu'un certain nombre de personnes autour d'Éric Zemmour tentaient de récupérer la chose. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus lieu d'être à ce rassemblement. Est-ce que certains, comme notamment Éric Zemmour, puisque vous en parlez, ont à partir du meurtre de cette petite Lola par une Algérienne en situation irrégulière, considéré que l'immigration tue? Est-ce que vous dites ça, l'immigration tue? L'immigration contribue à un climat d'insécurité de plus en plus malsain dans notre pays. C'est notamment vrai pour ces jeunes mineurs isolés dont je peux témoigner d'un certain nombre, pas tous évidemment, mais d'un certain nombre de débordements. C'est ce qu'a rappelé le préfet Lallemand à Paris, en région parisienne. Est-ce que vous dites l'immigration tue? Je ne vous dis pas ça, je vous dis que l'immigration participe au désordre. C'est pas pareil. Mais Zemmour dit l'immigration tue. Oui, ben c'est Zemmour. Moi, je suis pas Zemmour. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas avec lui. Mais ça appartient à Zemmour. Mais en revanche, que l'immigration pose de plus en plus de problèmes, ça, je vous le dis. Et notamment avec l'Algérie. Sur 2278 OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire l'année dernière sur l'Algérie, il y en a 22 qui ont été prononcées. Il va bien falloir qu'à un moment donné, les gouvernements français, plutôt que d'aller s'aplatir à Alger, ils prennent un peu les choses à main et qu'ils fassent comprendre à ce pays indépendant et libre qu'on ne peut pas tolérer l'intolérable. Ça veut dire que si Marine Le Pen était présidente de la République aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait? Ben, je pense que déjà, elle mettrait fin aux accords de 68 avec l'Algérie qui permettent de faciliter les flux migratoires entre les deux pays, qu'on contrôlerait mieux et userait d'un certain nombre de moyens de pression, dont les visas d'ailleurs, pour contraindre l'Algérie à reprendre ses ressortissants et puis aussi à développer son économie, son agriculture et à ne pas continuer à détourner l'argent de son économie au profit de la caste et de la mafia qui est aux affaires. Zemmour, on revient sur lui. Il est entouré, le jour de cette manifestation, par la fine fleur de l'ultra-droite, notamment les Zouaves de Paris, l'ex du GUD, les intégristes chrétiens de Civitas, ou encore les royalistes de l'Action française. Tous ceux qui nous détestent, quoi. Mais alors, la question, est-ce que Zemmour est sur une dérive sectaire, sur une pente groupusculaire? Est-ce que c'est un homme dangereux et infréquentable? Je pense qu'il se trompe et qu'en ayant des alliés comme ça, eh bien, il n'avancera pas beaucoup. Voilà. C'est-à-dire? Qu'il se met dans un corner, effectivement, petit à petit, il se groupusculise en quelque sorte. Mais ces gens-là, qui sont auprès de Zemmour aujourd'hui, étaient dans l'orbite du Front National il y a quelques années. Oui, mais dans l'orbite, ils n'ont jamais été ni candidats, ni élus, ni je ne sais quoi. Mais ça, c'est aussi à lui à faire ce travail de nettoyage, si vous voulez. Et je ne pense pas que ce soit de bonne politique que de continuer à se battre sur des sujets importants avec le parcours d'un certain nombre de ces gens-là. Mais ça fait partie de sa stratégie. Et si précisément Marine Le Pen a obtenu 13 millions et quelques de voix à l'élection présidentielle et que lui, il a buté sur cette élection présidentielle, c'est parce que son discours n'était pas adapté du tout et même qu'il a un côté provocateur qui a fait peur et que malheureusement, il continue dans ce discours-là. Donc chacun sa responsabilité, chacun son mouvement, il défend ses affaires comme il l'entend. Nous, l'important, c'est qu'on défende les nôtres. Zemmour, quand il a dit pendant la campagne, Pétain, et avant d'ailleurs, Pétain a sauvé les Juifs français. C'est les propos qu'il écrivait dans ses livres, donc ils n'ont surpris que ceux qui ont voulu être surpris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison ou pas? Non, je pense qu'aujourd'hui, on sait très bien, après des lectures qu'on peut avoir, que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et malheureusement, c'est caricatural. Mais ce qu'ils pensent, si vous voulez, c'est que ce que pensaient à peu près nos grands-parents il y a 40 ans en arrière ou 50. C'est-à-dire?
Ben ça, et beaucoup de Français pensaient ça, vous savez, hein, les Français ont été pétainistes jusque tard. Et donc c'est effectivement ce qui a couru. Enfin, dans certaines familles, non. Hein. Ah ben évidemment, Hein évidemment. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que, et c'est précisément là où il se trompe, parce que depuis... Il est vrai, puisque vous dites ça, on précise quand même une chose, hein, avec Jean-Marie Le Pen, quand il a créé le Front National, il y avait pas mal de fidèles de Pétain. Oui, il y avait aussi pas mal de fidèles de la Résistance, et notamment Georges Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin. En revanche, je remarque qu'on remarque ceux qui s'étaient trompés de combat en 40 et qui ont appartenu au Front National, mais qu'on ne remarque pas ceux qui avaient de vraies responsabilités dans Vichy et qui ont eu des postes éminents, et en l'occurrence, deux d'entre eux, moi, qui me paraissent incontournables. François Mitterrand, décoré de la Francisque, et René Bousquet, qui a été celui qui a déporté et qui a fait la rafle du Veldiv. Alors que les socialistes balayent devant la porte et qui viennent pas nous donner des leçons sur cette période-là. Et j'ajoute que c'est pas Jean-Marie Le Pen qui est allé honorer la tombe du maréchal Pétain jusqu'à la fin, mais que c'est François Mitterrand. Enfin, il en a dit beaucoup de bien. Hein. Sur cette et il l'a défendu jusqu'à la fin, pratiquement. Donc voilà. Que chacun regarde, j'allais dire, dans sa propre famille politique. Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez encore un espèce d'attachement filial à Jean-Marie Le Pen. Mais Jean-Marie Le Pen est pour nos familles de rapatriés qui ont vécu durement et quelquefois dans le drame et dans le crime l'exil d'Algérie, il fait partie de ces députés qui ont démissionné de l'Assemblée nationale pour aller se battre aux côtés des rapatriés, des harkis et de l'armée française. Je sais pas si vous voyez juste, je vais vous dire, moi je fais partie d'une famille de rapatriés, comme vous dites, j'ai jamais eu de proximité avec Jean-Marie Le Pen. Ben oui, mais vous voyez beaucoup d'autres pieds noirs. Ah non, c'est comme ça, c'est ce qui fait aussi le pluralisme des opinions. D'être rapatrié ou pas, c'est un problème idéologique. Non, pas du tout, je crois pas. Ne croyez pas ça. Vous savez, moi je viens d'une famille qui n'a pas appartenu à des groupes politiques, entre guillemets, d'extrême droite avant-guerre, mais c'est vrai que le sujet algérien a précipité la famille, j'allais dire, dans ce courant de pensée. Mais encore une fois, hein, dans ce courant de pensée, il y avait de tout. Et aussi beaucoup de gens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été héroïques, dont un certain nombre de personnes, comme Jean-Baptiste Biaggi, Georges Bidault et quelques autres. Alors, on parlait tout à l'heure de la motion de censure. Emmanuel Macron a dit, si le gouvernement est censuré, il y aura dissolution. Est-ce que vous êtes prêt à cette dissolution? Est-ce que vous dites chiche? Ben oui, chiche. Nous, on est prêts, on est un parti politique, on a des candidats, on sort d'une élection, on a un programme et on pense que notre programme est le plus à même de rassembler pour l'avenir. Marine est le leader incontesté de notre formation. Je veux dire, on n'a que des avantages si demain il y avait une dissolution. Pour autant, après quelques mois de gouvernement, je ne pense que ce serait un facteur d'instabilité, et que c'est peut-être pas bon dans la situation très difficile économiquement que nous vivons. Est-ce que vous souhaitez que cette législature aille jusqu'à son terme ou qu'elle soit interrompue avant? Je pense que si M. Macron ne change pas de braquet, qu'il ne change pas d'orientation et qu'il ne fasse pas plus attention à ce que pensent les Français, notamment les plus modestes, eh bien nous irons malheureusement vers un certain nombre de problèmes qui conduiront soit au vote d'une motion de censure, soit à une dissolution de l'Assemblée. Donc vous imaginez que plus de la moitié des députés voteront une motion de censure présentée par l'un des partis d'opposition? Je pense que s'ils ne veulent pas entendre à ce point et qu'ils vont à l'encontre brutalement de l'opinion, le problème se posera. Et d'abord, il se posera pour les LR, qui sont aujourd'hui la seule bouée de sauvetage de ce gouvernement. Mais ça ne durera qu'un temps, à mon avis. Hein. Et vous pensez qu'on va vers une crise sociale de grande ampleur? Vers un nouveau 1995 ? Il y a un parfum de 1995. Écoutez, moi, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense que tous les clignotants sont à l'orange et qu'il faut faire attention qu'une étincelle sur des sujets économiques comme les retraites, le pouvoir d'achat et des choses comme ça ne mettent pas le feu aux poudres. Mais ça, encore une fois, c'est la responsabilité de M. Macron et de son gouvernement. Alors son gouvernement, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, ont pris la responsabilité d'utiliser le 49.3 pour adopter le budget et le PLFSS. Pratique antidémocratique pour vous ? Non, mais c'est tout ça. Ce qui est antidémocratique, c'est de faire discuter des textes, des amendements sont votés, puis attendre que ça ne vous aille pas et hop, décider du 49.3. Ça veut dire qu'il aurait fallu faire dès le départ ? Exactement. Ouais. Sachant qu'il avait une majorité relative, au moins il prenait ses responsabilités. D'ailleurs, le 49.3, historiquement, c'est, j'allais dire, l'œuvre du général de Gaulle. C'est la rationalisation du parlementarisme et ça a été fait pour des gouvernements qui n'avaient pas de majorité, précisément. Et donc, il fallait qu'il l'utilise dans son aspect le plus légitime. Donc, à l'avenir, si le gouvernement veut utiliser le 49.3,
il devrait l'utiliser dès le début d'un débat. Il peut, et les électeurs trancheront aux élections d'après, mais il sait très bien que c'est un sujet qui est, excusez-moi du terme, casse-gueule, que les Français sont très critiques à l'égard de cette politique-là et qui lui feront payer. Donc là aussi, c'est un principe de responsabilité et de compétence. Je pense malheureusement que ce gouvernement est un peu juste pour mener les affaires de la France. Si Marine Le Pen est élue en 2027, est-ce qu'elle renoncera au 49.3 ? Mais vous pouvez pas renoncer au 49.3. Il est dans la Constitution. Ouais, c'est pour ça que comme si vous disiez qu'il... Puisqu'on a entendu ces derniers temps beaucoup de critiques sur l'utilisation du 49.3. Donc c'est une question si vous n'avez pas de majorité, c'est un outil qui vous permet de passer des textes sans majorité. Mais en revanche, nous serions, nous, plus favorables à l'utilisation du référendum pour des questions très importantes. Parce que lui aussi, il est dans la Constitution, mais il est utilisé par personne. Donc réforme des retraites, par exemple, ça doit se régler par un référendum. Je pense que pour une affaire comme celle des retraites, effectivement, le référendum serait un moyen très efficace, après un débat national, et évidemment, afin que l'ensemble des Français aient, en toute connaissance de cause, je vais dire, le panel des propositions qui seront sur la table. La question des salaires devient centrale, Louis Alliot. Marine Le Pen souhaite augmenter les salaires de 10% en baissant les charges. Comment elle fait ? Comment on fait ? Rien, ça coûte un peu d'argent à l'État, mais ça permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter la consommation et de pas pressurer en quelque sorte les entreprises, parce que le problème il est là. Augmenter les salaires, c'est aussi augmenter les charges, et les entreprises aujourd'hui, notamment les PME, PMI, commerçants, artisans, n'en peuvent plus, et c'est pourtant eux qui font l'emploi et eux qui font la majorité de l'économie. Donc il faut quand même se préoccuper de cette population-là, et je ne suis pas persuadé que le gouvernement s'en occupe. Il préfère parler à des grands groupes dont on sait qu'ils ne payent aucun impôt en France, plutôt que de s'occuper de ceux qui font l'économie réelle et qui sont un peu à l'abandon aujourd'hui. Alors l'actualité, c'est aussi cette crise désormais ouverte entre Paris et Berlin. Ah oui. Quelque part, ça vous fait pas un peu plaisir ? Non, mais c'est conforme à ce que nous disons depuis tout le temps. L'axe franco-allemand, c'est fini ? Oui, en tout cas, il a du plomb dans l'aile, mais vous savez, Berlin s'est mis dans les mains des Américains pour sa défense. Ils ont fait un plan de 200 milliards. Il y a 100 milliards d'équipements, notamment de défense, qu'ils achètent aux Américains. Alors que quand même, on a des Rafales, on a des chars, on a Mais donc c'est la faute à qui ? C'est la faute aux Allemands. Aux chanceliers allemands, à la guerre d'Ukraine ou à Emmanuel Macron ? Ils se sont mis dans les mains de Poutine avec une énergie pas chère qui faisait tourner leur industrie. Et donc, et par ailleurs, j'allais dire, ils se sont mis entre les mains de la Chine, puisque la Chine est pratiquement un des plus gros clients de l'Allemagne et de sous-traitance de l'Allemagne. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent démunis. Le roi européen est nu, précisément parce qu'il a fait des mauvais choix stratégiques, et je trouve qu'on devrait en tirer toutes les conséquences et ne pas suivre aveuglément ce que l'Allemagne nous dicte. Toutes les conséquences, ça veut dire quoi ? Et voilà, il faut réorienter l'Europe vers une Europe... C'est pas quitter l'Union. Non, c'est réorienter l'Europe vers une Europe des nations où la parole de l'Allemagne serait une parmi d'autres, mais qu'on ne suive... L'Europe des nations, quelque part, c'est la fin de l'Europe. Non, l'Europe des nations, c'est celle qui a été voulue par le général de Gaulle et qui aurait dû être suivie pendant très longtemps. Et malheureusement, on lui a préféré le modèle fédéral, qu'on le veuille ou non, qui était défendu par Jean Monnet, et notre comment on appelle ça, l'influence que peuvent exercer là-dedans les Américains sur l'économie. La guerre d'Ukraine, Louis Alliot. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir continuer le dialogue avec Poutine ? Mais il n'a pas le choix, vous savez, toutes les nations doivent se parler. Il parle avec l'Iran, il peut bien parler avec Poutine, hein. Et il parle avec d'autres nations. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est que peut-être on n'aille pas au-delà du raisonnable avec l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on ait une vision humanitaire, une vision d'entraide, mais on n'est pas obligé d'intervenir, en tout cas militairement, au bénéfice de l'Ukraine. Ça veut dire quoi, intervenir militairement ? Ça veut dire de livrer des armes. De livrer des armes. Arrêter les livraisons d'armes. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai vu un papier, je crois que c'était à l'Opinion, où en fait, on dit beaucoup de choses, mais la réalité ne suit pas parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et qu'on ne peut pas déshabiller l'armée française pour aller habiller l'armée ukrainienne, alors que déjà nous sommes exsangues d'un certain nombre de matériel. Donc il faut arrêter de faire de la communication et de la propagande, et il faut dire les choses clairement. Et clairement, ça veut dire quoi ? Que la France, sous Macron, est devenue une puissance moyenne et qu'elle n'a pratiquement aucune influence sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. On a souvent... considérer que le Rassemblement national et le Front national avaient des amitiés russes et une ligne pro-Poutine particulière. Et justement, Thierry Mariani
il est visé par une enquête à travers des soupçons de corruption et de trafic d'influence à travers son association de dialogue franco-russe. Est-ce que Thierry Mariani ne devient pas encombrant pour le Rassemblement national? Écoutez, cette association, il l'avait quand il était à l'UMP. Alors, il faudrait poser la même question. Oui, mais là, il est député d'accord. européen. Enfin, il y en a aussi. Écoutez, François Fillon travaillait pour un grand groupe russe. Alors, donc, je veux bien qu'on fasse porter le chapeau au Rassemblement national de tout ce qui se passe en Russie, mais moi, je laisserai pas dire. Thierry Mariani a une histoire avec la Russie, il a été d'ailleurs député de cette zone pendant longtemps, ça lui appartient, on verra bien l'enquête qui est menée, ce à quoi ça aboutira. En revanche, ce que je sais, c'est que nous avons déposé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête pour les ingérences étrangères dans les partis politiques français, pour voir un peu si tout le monde n'est pas touché, de quel pays certains sont plus touchés que d'autres. Et pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais j'espère que ça va aboutir. Alors, justement, si vous êtes élu président du Rassemblement national, c'est possible. L'élection, c'est dans 8 jours. Est-ce que vous accorderiez l'investiture de votre parti à Thierry Mariani aux Européennes, puisqu'il est député européen? Oui, d'accord, en fait, il n'est pas condamné, il n'a pas fait rien de mal. Mais est-ce que vous l'accorderiez? Oui, c'est un très bon député européen. C'est quelqu'un qui parle en PACA et qui a fait plus de 40%. Il n'y a aucune raison que... Voilà. Maintenant, jusqu'aux limites de la loi. Pour l'instant, je regrette, il n'est pas condamné et c'est juste une enquête qui est menée je ne sais par qui et on verra bien le résultat. Autre guerre d'agression, c'est celle de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et oui. Une démocratie agressée par une dictature. Oui, et dictature avec laquelle on fait du commerce, et notamment du commerce d'énergie, sans que ça choque personne. Parce que c'est vrai qu'on prend des sanctions contre la Russie, mais on est incapable de le prendre contre d'autres pays. Je pense aussi à l'Arabie Saoudite, avec le problème Khashoggi, ou l'Azerbaïdjan, ou d'autres. Et de ce point de vue-là, on voit bien que la diplomatie française, ce ne sont que des intérêts conjoncturels. Les droits de l'homme n'y sont pour rien. Et alors, il revient, Thierry Mariani, dans cette histoire, parce qu'il soutient ostensiblement le régime dictatorial d'Aliyev en Azerbaïdjan. Ça vous pose problème ou pas? Écoutez, si c'était le cas, mais je ne pense pas, parce que j'ai vu beaucoup de propos sur le soutien à l'Arménie, et de toute façon, dans cette affaire-là, nous sommes du côté des Arméniens, partout en France pour la communauté arménienne qui vit chez nous, mais aussi au soutien de l'Arménie qui vit une situation particulièrement délicate, difficile et criminelle sur son propre sol. Merci Louis Alliot d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.